Quelle est la réalité objective de l'escalade des tensions en Ukraine, les camps occidental et russe se renvoyant mutuellement la responsabilité? Bon, je crois que déjà, on est le 6 mai aujourd'hui. C'est le jour de la visite de M. Blinken, le secrétaire d'État américain, le nouveau secrétaire d'État américain à Kiev. Donc, il y a très manifestement une volonté américaine de montrer son soutien à l'Ukraine, mais ça n'a rien de surprenant. Mais c'est vrai qu'on vient de traverser une période où cette arrivée, cette visite ministérielle au plus haut niveau américaine à Kiev a une signification particulière. Il y a eu le fait que la Russie masse des troupes à la frontière ukrainienne. On a un épisode aussi en mer Noire qui est relativement préoccupant, qui concerne l'Ukraine aussi, mais qui ne concerne pas que l'Ukraine, qui concerne la Turquie aussi. Alors, comment on en est arrivé là à Moscou, dans les contacts officiels qu'on peut avoir, euh, très clairement, on nous dit qu'il y avait une volonté de Kiev d'intervenir militairement dans le Donbass. En tout cas, qu'il y avait des indicateurs qui laissaient penser que Kiev s'apprêtait à mener une opération militaire dans le Donbass. Alors, difficile évidemment de savoir si effectivement les dirigeants ukrainiens avaient dans l'idée de lancer une opération du type Kraïna, c'est ce dont on a parlé. Alors, il faudrait peut-être se remémorer qu'est-ce que c'est une opération Kraïna. Qu'est-ce qui s'était passé au milieu des années 90, en 1995 de mémoire, quand la Croatie avait récupéré cette région qui était occupée par des séparatistes serbes. Donc, en fait, Zagreb avait laissé cette région, avait constitué un cordon sanitaire autour de cette région qui était complètement isolée. Belgrade n'avait pas les moyens financiers, en fait, de soutenir en fait la Kraïna, les Kraïnas, puisqu'il y en avait deux, orientales, occidentales. Et il est arrivé un moment où, avec le soutien américain, les Croates avaient décidé de reconquérir, c'est ce qu'ils ont fait militairement avec une opération éclair, en quelques jours, ces régions, sans qu'effectivement Belgrade puisse réagir. Est-ce que ce scénario, qui a été couronné de succès à l'époque, est un scénario qui est dans la tête des dirigeants ukrainiens? Oui. Moi, j'ai eu des contacts avec des officiels ukrainiens qui, clairement, dès 2015, envisageaient ce scénario. Et d'ailleurs, une partie de ce scénario a été réalisée. C'est-à-dire le même cordon sanitaire qui existait pour les Kraïnas a été mis en place autour des régions du Donbass séparatistes, donc un complet isolement, en attendant en quelque sorte que le fruit soit mûr. La grande différence, c'est qu'il ne s'agit pas en face des gens qui soutiennent les séparatistes, ne sont pas, comme c'était le cas Belgrade, à l'époque Milosevic, qui soutenait les séparatistes serbes de Croatie, mais là on est face à la Russie. Je veux dire, et la Russie a des capacités tant sur le plan militaire que sur le plan financier pour soutenir dans le temps, dans la longueur, les séparatistes du Donbass. Donc, est-ce qu'une opération Kraïna est réalisable? Ça paraît complètement irréaliste, très clairement. Est-ce que c'était la volonté, il y a encore quelques semaines, des autorités ukrainiennes d'intervenir, de lancer ce type d'opération éclair militaire dans le Donbass? Ça paraît peu vraisemblable, mais en tout cas, il y a peut-être une volonté de récupérer certaines positions. On sait que suite aux divers cessez-le-feu, en fait, les troupes ukrainiennes ont grignoté certaines portions. En fait, vous avez une zone grise, en fait, qui est censée séparer les belligérants. Dans le Donbass, on sait que certains points ont été grignotés du côté ukrainien. Bon, est-ce qu'il y avait une volonté d'aller plus loin? Peut-être. Ce qui expliquerait la réaction de Moscou. Alors, on a beaucoup dit ces derniers temps, en fait, que ce qui expliquait en fait que Moscou ait décidé de masser des troupes, de mettre une pression militaire sur l'Ukraine, c'était le fait que, d'une part, il y avait eu des décisions au niveau du gouvernement ukrainien qui étaient au désavantage de Moscou. Il y a eu, par exemple, le fait que les chaînes de télévision de l'oligarque Viktor Medvedchuk ont été interdites. Je veux dire, aujourd'hui, M. Medvedchuk, qui est effectivement un ami proche de Vladimir Poutine, qui est ukrainien,
est accusé de trahison par les autorités de Kiev, donc c'est relativement grave. Et on peut penser, c'est ce qui a été dit ici, c'est ce qu'ont dit certains analystes aussi, côté occidental, qu'il y avait un mécontentement du Kremlin sur le fait qu'on ait attaqué M. Medvedchuk, qui est considéré comme une personne, un élément déterminant effectivement pour la Russie en Ukraine. On a également invoqué le changement de cap politique du gouvernement de M. Zelensky, le président ukrainien. Donc, il est vrai que M. Zelensky a été élu sur un programme de paix, donc par les Ukrainiens, massivement, près de 80% d'Ukrainiens ont voté pour lui, donc avec donc un programme qui était censé ramener la paix dans le Donbass, qui laissait supposer qu'on allait entamer des négociations autres que celles qui avaient été menées jusqu'à présent dans le cadre du processus de Minsk. Donc, ça voulait dire en fait discuter directement avec les leaders politiques séparatistes du Donbass. Il y a eu quelques échanges de prisonniers et très rapidement, on a vu M. Zelensky changer de pied politiquement et être rattrapé par les forces qui sont les plus radicales en Ukraine. Donc, effectivement, on a un gouvernement aujourd'hui qui n'est plus du tout dans le même, à Kiev, qui n'est plus du tout dans la même logique, dans la même optique vis-à-vis de la Russie. Il y a eu l'adoption, par exemple, d'une plateforme, donc d'une doctrine, une nouvelle doctrine en fait de récupération de la Crimée, ça aussi qui a forcément mécontenté Moscou. C'est un document en fait qui était en préparation depuis 2015 au Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, qui jusqu'à présent n'avait pas été finalisé justement pour ne pas jeter de l'huile sur le feu, et il a été finalisé il y a quelques semaines. Il a été finalisé au début du mois de mars. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a pu jouer dans le fait qu'il y ait aussi une radicalisation côté russe, la volonté de montrer ses muscles et d'envoyer des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne. Pour finir, il y a aussi la mise en place d'une plateforme qui est une sorte de nouveau format en fait, de réflexion au départ, mais qui se voudrait un format de négociation sur la récupération de la Crimée. Donc les Ukrainiens, dans quelques semaines, vont inviter au cours d'un sommet en fait, des intervenants étrangers pour travailler, pour réfléchir sur la façon dont ils pourraient récupérer la Crimée. Donc tous ces éléments, effectivement, donnent un climat, une ambiance, un contexte politique qui a fait que les deux camps se sont radicalisés. Pour autant, on ne sait pas exactement encore ce qui a déterminé la volonté russe, la décision du Kremlin de masser autant de troupes à la frontière russe et en Crimée. Les Russes avaient surtout pris cette décision vis-à-vis de l'OTAN. Et il est vrai qu'on est dans une guerre diplomatique où le camp ukrainien adopte une rhétorique diplomatique en voulant le dialogue, mais refuse le dialogue avec le Donbass. Poutine, lui, refuse le dialogue avec l'Ukraine en disant qu'il faut négocier directement avec les séparatistes. Mais en fait, le problème, c'est aussi que l'Ukraine est trop centralisée et qu'elle refuse d'accorder cette autonomie que le Donbass réclame. Mais il y a aussi un autre problème, et c'est là que je voulais en venir à la Turquie, c'est quelles peuvent être les conséquences stratégiques de la prise de position de la Turquie en faveur du camp ukrainien. Alors, j'aimerais faire juste prendre une minute pour ajouter quelque chose à ce que vous évoquiez sur l'Ukraine. On est dans une double fiction. Il y a une fiction côté ukrainien qui est de dire en fait, ce sont les Russes qui occupent le Donbass. Alors évidemment, on sait très bien que Moscou contrôle politiquement le Donbass complètement, qu'il y a des conseillers militaires, qu'il y a des engagés russes qui sont sur place. Pour autant, est-ce que officiellement, du point de vue du droit international, il n'y a pas de guerre entre l'Ukraine et la Russie? Je veux dire, on est toujours dans un cadre ukraino-ukrainien. Et la fiction, en fait, qu'entretient Kiev, c'est de dire ce sont les Russes, c'est la Russie qui occupe le Donbass, ce qui n'est pas vrai. Il y a un vrai problème identitaire, culturel, politique qui concerne le Donbass et qu'il faudrait que Kiev traite directement avec les Ukrainiens du Donbass. La deuxième fiction, c'est la fiction russe, c'est de dire nous n'avons rien à voir avec le Donbass, c'est une affaire ukraino-ukrainienne, alors qu'on sait, c'est ce que j'évoquais il y a quelques secondes, que Moscou en fait a le contrôle politique. Il y a encore 2-3 ans, vous aviez
des leaders politiques ukrainiens du Donbass séparatiste qui avaient relative autonomie, on va dire, en tout cas qui avaient en tête un programme politique qui n'était pas forcément celui du Kremlin en ce qui concerne l'avenir de ces régions. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont été écartés ou éliminés. Et le contrôle politique du Donbass est total. C'est la Russie aujourd'hui qui décide de ce qui s'y passe. Donc on est dans une double fiction et c'est ce qui fait qu'il y a une véritable paralysie au niveau des négociations, notamment dans le fameux cadre Normandie, qui est censé mettre en place le processus de Minsk. On ne va pas revenir là-dessus, sur les différentes phases où personne n'est d'accord. Est-ce qu'il faut restituer les frontières, le contrôle des frontières en premier aux autorités de Kiev et après donner un statut politique au Donbass, ou est-ce qu'il faut donner un statut politique et ensuite, une fois que ça aura été fait, restituer le contrôle des frontières? En ce qui concerne la Turquie, moi je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ces derniers temps. Et évidemment, ce qui a troublé tout le monde, c'est le fait que Ankara décide, déjà soutienne l'Ukraine d'une façon. Il y a eu une visite de Zelensky à Ankara, reçue par Erdogan, où Erdogan a réitéré en fait le soutien de la Turquie à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais ça a toujours été le cas. Et évidemment, je veux dire, la Turquie est cette gardien des détroits qui donne accès à la mer Noire. C'est la gardienne du Bosphore, c'est la gardienne des Dardanelles. Donc, elle a tout intérêt à ce que la Russie ne devienne pas omnipotente, je veux dire, en mer Noire. Je veux dire, les Turcs veulent garder un équilibre stratégique, politique, sur la mer Noire. Donc, il y a une rivalité qui a toujours existé entre Turcs et Russes sur la mer Noire. Donc, l'Ukraine est un élément, du point de vue de la Turquie, du point de vue d'Ankara, qui peut permettre, en fait, cet équilibre, une sorte de conserver une sorte d'équilibre dans cette région. Ce qui a été troublant du point de vue de Moscou, c'est que les Ukrainiens qui achetaient déjà des drones, notamment aux Turcs, ont eu la possibilité, Ankara accepté, de construire des drones avec eux. Donc là, on passe en fait d'une simple vente d'armes à une sorte de collaboration militaire, industrielle, militaire. Il y a une deuxième chose, en fait, qui a été peu évoquée dans les médias, qui pour moi est tout aussi, voire plus importante encore pour les Russes, c'est en fait la volonté d'Ankara, d'Erdogan, d'ouvrir un nouveau canal, on appelle ça le canal d'Istanbul, qui serait là pour décongestionner en fait le Bosphore. Alors, les Russes y voient en fait une redéfinition de la fameuse convention de Montreux, qui est de 1936, donc qui en fait qui régit les passages dans les détroits. Qu'est-ce qui se passe dans les détroits? Tout pays qui n'est pas riverain, c'est-à-dire la Russie, la Turquie, l'Ukraine notamment, doit, s'il envoie un navire militaire, déclarer son passage 15 jours avant. Si c'est un pays riverain, 8 jours avant. C'est ce qui se passe depuis la Convention de Montreux. Donc, les Russes craignent qu'avec l'ouverture de ce nouveau canal dit d'Istanbul, il y ait en fait une redéfinition de la Convention qui permette à des pays non riverains, notamment aux États-Unis et à l'OTAN, évidemment, de pouvoir envoyer des navires militaires en mer Noire de façon beaucoup plus simple et avec des délais en fait d'annonce qui seraient beaucoup plus courts. Et là, il y a un vrai problème. Donc, encore une fois, on voit que l'Ukraine, qui hélas est un pays qui sert déjà un peu de punching ball aux uns et aux autres, aux Russes, aux Américains, dans leur confrontation politique, mais à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. On pourra parler du dossier énergétique, Nord Stream 2, etc., est aussi en fait un des éléments dans le face-à-face politique turco-russe. Et il n'est pas étonnant en fait que Moscou réagisse. Vous avez vu quelle était la réaction, la suspension des vols jusqu'au mois de juin entre la Turquie et la Russie, sous prétexte
de raisons sanitaires, du Covid, mais en fait, on sait très bien que c'est déjà une rétorsion politique, d'une part, encore une fois, au rapprochement, en tout cas turco-ukrainien, en ce qui concerne la fabrication des drones, et à cette volonté des Turcs de revoir, en fait, d'une certaine façon, la Convention de Montreux, en tout cas, de modifier les accès à la mer Noire. Alors, le temps passe. Il y a encore deux points que je voulais aborder avec vous. Vous évoquiez à l'instant Nord Stream 2 et je voulais savoir si vous aviez quelques éléments sur les conséquences que peuvent avoir les sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie. Écoutez, sur Nord Stream 2, il n'y a pas de conséquences. Même les Américains, en fait, n'ont pas pris de nouvelles sanctions après l'affaire Navalny sur Nord Stream 2. C'est une demande récurrente de l'Ukraine, vous le savez bien, et de certains pays européens, les Baltes, les Polonais, qui ne veulent absolument pas voir le projet être finalisé. Pour en revenir à la visite de Blinken, il est évident que Zelensky et son gouvernement vont à nouveau demander que les Américains sanctionnent en fait les entreprises non russes, notamment occidentales, les Allemandes ou les Français par exemple, puisqu'ils sont partis au projet, sanctionnent les entreprises qui participent au projet. Jusqu'à présent, les Américains n'ont pas sauté le pas. Ils ont menacé d'eux, mais ils n'ont pas sauté le pas. La deuxième chose, en termes de sanctions, qui pourrait être, et ça les Américains ont agité la menace, ça serait en fait de sanctionner les détenteurs de dettes russes libellées en dollars. En fait, ce qui permet à la Russie d'avoir accès à des prêts sur le marché, à des taux attractifs. Donc voilà, on en est un peu là. On est dans ce qui pourrait être une nouvelle série de sanctions, un nouveau train de sanctions qui serait pris contre la Russie. Ça serait effectivement plutôt du côté de la dette et éventuellement sur Nord Stream 2 en s'attaquant aux entreprises non russes qui participent au projet. Mais pour ce qui est des derniers trains de sanctions, suite à l'affaire Navalny notamment, il n'y a pas eu de sanctions économiques à proprement parler. Ce sont des sanctions qui ont été prises contre des personnalités politiques, des gens des renseignements, par exemple, des dirigeants des services de renseignement russes. Et la rétorsion côté russe a été contre l'Europe, notamment. On a vu que le président du Parlement européen est persona non grata désormais en Russie. Alors, dernière question, quel est votre pronostic sur l'interférence de la crise ukrainienne sur les dossiers syriens ou iraniens? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas mélanger. Bien sûr, tout est lié. Quand vous négociez d'un côté, vous pouvez retirer certains avantages ou certaines avancées sur d'autres dossiers, d'autres négociations. Mais lier le dossier ukrainien avec le dossier iranien, je pense que c'est un petit peu osé, si vous le permettez. Et il y avait quelque chose de très intéressant dernièrement, c'est l'interview, la fameuse interview qui n'aurait jamais été divulguée du ministre des Affaires étrangères iranien, qui expliquait qu'en définitive, en 2015, les Russes ne voulaient pas de cet accord. Et ce qui expliquait, selon lui, l'absence de M. Lavrov quand l'accord sur le nucléaire iranien a été signé. Est-ce que les Russes ont la volonté à nouveau de finaliser un accord avec les Occidentaux en ce qui concerne le nucléaire iranien? Écoutez, on va voir. Mais est-ce que tout ça est lié à l'Ukraine? Je crois qu'il y a une projection de puissance russe aujourd'hui dans certaines régions du monde, pour en venir à la Syrie, une projection militaire notamment qui avait tellement étonné en 2015 et qui fait que la Russie est devenue un acteur important à nouveau dans la négociation qui concerne la Syrie et tout le Moyen-Orient. Est-ce que sur fond de crise ukrainienne, les positions, est-ce que c'est quelque chose qui peut affecter en fait la position de la Russie sur ce dossier? Je ne le crois pas, je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'elle peut en jouer pour actionner en fait le dossier syrien pour obtenir quelque chose sur la négociation sur l'Ukraine? Je ne le crois pas non plus.
encore une fois, le dossier ukrainien, pour en revenir à ça, c'est aujourd'hui un dossier, une problématique qui dépasse largement le cadre stricto sensu de l'Ukraine. Et à mon sens, il ne pourra y avoir de solution en Ukraine que s'il y a une négociation globale sur la sécurité en Europe. On voit mal comment aujourd'hui les Ukrainiens entre eux ou les Ukrainiens et les Russes seulement pourraient s'entendre sur ce dossier. Je crois qu'il et du côté de Moscou, il y a une demande de ce point de vue-là qui est ancienne, c'est qu'il y ait une redéfinition, une sorte de partage, c'est ce que souhaiterait Moscou, des zones d'influence en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont prêts à s'asseoir à la même table des Russes pour discuter de ces zones d'influence, de ce partage et d'une façon de trouver un système de sécurité globale pour le continent européen? Je crois qu'on en est loin. Le président Macron le souhaite, lui, il l'a dit à plusieurs reprises, mais je crois que le chemin est encore long.